Bienvenue, chers voyageurs du temps. Je vais vous faire découvrir comment les habitants de notre fière cité de Carcassonne vivaient au Moyen-Âge, il y a près de 8 siècles. Nous sommes en 1234, 25 ans après la première croisade contre l'hérésie cathare. Les Français occupent désormais la ville et tout le Languedoc. C'est une période de transition entre deux mondes. La vicomté de Carcassonne et la dynastie des Trincavel laissent progressivement leur place à la royauté française. Regardez, le jour se lève sur la cité. Un faubourg, construit autour de la ville, abrite des milliers de citadins. Les habitants commencent doucement leur journée. La vie des gens de l'époque est rythmée par le soleil au fil des saisons et par l'église avec ses cloches. Oh, prenez garde! Ce cavalier semble bien pressé. Les paysans sont déjà au travail dans les champs. Leur rôle est essentiel. Les céréales constituent une grande part de l'alimentation de la population au Moyen-Âge. Peu d'entre eux sont propriétaires de leurs terres. Elles appartiennent au roi ou à l'évêché. Les paysans sont obligés d'apporter la récolte au moulin du roi pour y moudre leurs grains, où ils doivent payer une taxe, appelée le ban, au meunier de la cité. Pour faire entrer des marchandises dans la ville, il faut passer par l'octroi, l'une des nombreuses taxes auxquelles les Carcassonnais sont soumises au Moyen-Âge. Et nulle peine d'insister si vous ne voulez pas avoir maille à partir avec l'un des gardiens. Au milieu du XIIIe siècle, pour mieux protéger la cité, Saint-Louis, roi de France, fera détruire les faubourgs et construire la deuxième muraille de rempart que nous connaissons aujourd'hui. Les habitants seront alors poussés vers la ville basse, la bastide dite Saint-Louis, actuelle ville de Carcassonne. Nous voici dans la demeure de Guillaume, le forgeron, qui se réveille au petit matin. Avec sa femme Raymonda, ils vivent dans une maison de la cité avec leurs 4 enfants et Marcelina, la grand-mère. Ces derniers dorment sur une paillasse dans la pièce principale ou dans le grenier. Les conditions sont précaires, mais cette famille d'artisans vit tout de même correctement. Dans la pièce principale, chacun participe aux préparatifs de la journée. À cette époque, les enfants aident beaucoup leurs parents et travaillent souvent avec eux. Avez-vous remarqué comme il fait sombre ici alors que le soleil brille dehors? Et les animaux qui sont juste à côté? Il y a des poules, des cochons et même un âne dans l'arrière-cour. Ah, c'est que cela permet d'avoir plus de chaleur dans la pièce l'hiver. Heureusement que vous ne sentez pas les odeurs. Les conditions d'hygiène ne sont pas du tout les mêmes que de nos jours. Les citadins ne sont pas dans la misère, mais les conditions de vie sont rudes. L'espérance de vie n'est pas élevée au Moyen-Âge. Regardez, Marcelina par exemple. La grand-mère n'a que 46 ans. Ça y est, Guillaume est parti dans son atelier. Arnaud, son fils aîné, était avec lui pour l'assister. Marcelina et Raymonda restent pour l'instant à la maison avec les filles Maria et Johanna pour s'occuper des tâches d'intérieur et surveiller le potage qui va mijoter jusqu'à ce soir. Il sera temps tout à l'heure pour Raymonda de porter sa pâte à pain à l'un des fourniers de la ville. Dans son atelier de forgeron, Guillaume fabrique et répare des outils, des fers à cheval ou à mulet et même parfois des épées. Il a dû prêter serment pour entrer dans ce corps de métier. Il appartient à une confrérie qui organise le travail des artisans et en défend aussi les intérêts avec un système d'entraide et une caisse commune. D'abord apprenti, il a ensuite passé compagnon, puis, après avoir réalisé un chef-d'œuvre, il a pu devenir maître et s'installer à son compte. Attention, ne vous approchez pas trop de Guillaume pendant qu'il travaille. Dans les rues, la vie bat son plein ce matin. La cité et son faubourg abritent une grande mixité sociale. Paysans, marchands et artisans cohabitent avec les gens d'église et les soldats français. C'est une vie populeuse, animée, bruyante, odorante aussi, car les animaux sont mêlés aux gens et les rues sont loin d'être propres. Les habitants jettent leurs déchets par les fenêtres et on entend régulièrement crier un « Gare à l'eau !» Je vous laisse imaginer ce qui peut bien tomber lorsqu'on déverse ces eaux usées dans la rue. Les commerces sont nombreux et variés. Les activités du textile sont déjà bien présentes au XIIIe siècle à Carcassonne. Elles vont y connaître un développement économique important jusqu'au début du XXe siècle. La sénéchaussée, imposée depuis peu par le roi de France, administre toute la région et prélève quantité de taxes. À cette époque du Moyen-Âge, les terres agricoles, les moulins et même les fours appartiennent au roi, aux monastères et aux seigneurs. Ainsi, il n'y a pas de boulanger. Seuls les fourniers ont le droit de faire cuire le pain. Et Raymonda, qui a elle-même pétri sa pâte, doit s'acquitter de la taxe banale pour avoir du pain cuit. Tenez, voici justement le premier sénéchal de Carcassonne, représentant du roi de France. Voyez comme il est escorté par un soldat. Ils sont redoutés de la population. La religion pèse elle aussi de tout son poids économique dans la vie des habitants au Moyen-Âge. À Carcassonne, une communauté importante de 20 à 30 chanoines officie. Ils sont aussi nombreux qu'à Notre-Dame de Paris à la même époque.
Au service de l'évêque, il gère les affaires de l'Église, qui est riche et prospère. Les chanoines, qui sont propriétaires fonciers, administrent et exploitent les terres agricoles et le bois des forêts locales. Il prélève la dîme, le 10e de la récolte. Il loue aussi des terrains aux habitants pour faire paître leurs animaux. Ce chanoine, que nous observons de près, est le cellerier. Il tient les finances de l'évêché. L'Église est aussi un lieu de savoir. Les religieux enseignent et forment de futurs chanoines, tandis que les moines copistes reproduisent les écrits. Véritable enjeu de pouvoir, les textes ne doivent être connus que par certains. Dans un monastère, il faut 1 an pour recopier une Bible entière. Les chanoines entretiennent des relations de proximité avec les paroissiens et leur apportent un accompagnement moral. Regardez, cet après-midi, Marcelina vient chercher du réconfort auprès d'un religieux. La pauvre a récemment perdu son mari. Ils prient ensemble pour le salut de son âme. Pendant ce temps, vous aurez remarqué que des tailleurs de pierre sont au travail dans le cloître. Ils participent à la reconstruction de l'édifice endommagé pendant des années de guerre. Ce sont des tâcherons, payés à la tâche. La religion est extrêmement présente dans le quotidien de la population. Les valeurs religieuses façonnent les mœurs de l'époque. Elles rythment la journée des citadins avec une série de prières et imposent de nombreux jours fériés tout au long de l'année. La journée des chanoines, quant à elle, est réglée par une 8aine d'office, en plus de la messe matinale. Laissons-les aller se recueillir dans la cathédrale pour célébrer l'office liturgique de l'après-midi. C'est la fin de l'après-midi. Les citadins ont terminé leur journée de travail. Oh, mais regardez! Une patrouille vient de capturer un hérétique cathare. L'Inquisition a commencé depuis peu, en 1233. Oh, quelle brute! Le catharisme est encore présent dans la région et dans les murs de la cité. Guillaume et ses amis sont stupéfaits par la violence de la situation. Certains connaissent bien le malheureux. Ils vont sans doute l'interroger au tribunal de l'Inquisition. Quelle tristesse! Le cœur de notre courageuse cité continue pourtant de battre, et la vie poursuit son cours. Guillaume a rejoint ses amis pour se distraire en jouant aux dés. Oh, bravo! Il vient de gagner une partie. Il rentrera tout à l'heure avec quelques pièces en poche. Les gens se connaissent bien dans la ville et échangent les dernières nouvelles. Ces moments conviviaux ne sont pas rares, même si la mentalité cathare, austère, n'est, elle, pas des plus festives. Cela n'empêche pas les enfants de jouer, ni ce musicien de s'en donner à cœur joie au milieu des passants. Il y a souvent un jongleur avec lui qui récite et chante des poèmes écrits par des troubadours en Languedoc. La taverne, à côté, accueille les hommes du quartier. Ils y côtoient les voyageurs de passage, les marchands ambulants et les militaires en pause. Mais, on l'a vu, la cohabitation est difficile entre les habitants et l'armée du roi de France. Occitans et soldats du Nord ne parlent d'ailleurs même pas la même langue. Retrouvons nos amis à l'abri dans leur maison. La nuit est tombée, les portes de la ville ont été refermées. Il n'y a généralement personne dans les rues sombres et peu sûres de la cité à cette heure-ci. Il est temps de se restaurer, l'occasion pour la famille de passer ensemble chaque soir un moment chaleureux lors du souper, le repas principal. Celui-ci est composé d'une soupe préparée par Marcelina, d'aliments bouillis, mijotés et parfois d'un peu de viande. Coupée sur le tranchoir, elle est ainsi consommée sur une épaisse tranche de pain en guise d'assiette. Les quelques restes imbibés de sauce sont placés dans une petite corbeille. Raymonda ira demain les porter à Peyre, le mendiant qui dort dans une étable près de chez eux. La soirée continue en famille près de l'âtre. L'artisanat textile est en plein essor à Carcassonne et Raymonda passe beaucoup de son temps à filer de la laine sur son fuseau. Elle envoie une partie à un artisan du quartier qu'elle connaît bien. Au Moyen-Âge, il y a une grande tradition orale et c'est au coin du feu, après le souper, que Marcelina narre ses belles histoires. Elle a préparé une tisane et transmet aussi ses savoirs sur les manières de soigner par les plantes. Guillaume et les enfants se laissent volontiers bercer par les contes et légendes de la grand-mère. Les paupières se font lourdes après cette longue journée. Je crois qu'il va être temps de laisser cette famille aller se coucher. Notre belle cité du Moyen-Âge s'endort. Elle vivra encore bien des aventures, croyez-moi, mais je vous les conterai une autre fois. Adiciat, mes chers amis.